Du BIM est la cause des non-BIMeurs, de ceux qui n'en font pas, ou est-ce que ce ne serait pas un peu quand même à cause des BIMeurs, à cause de nous tous? Lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on entend parler d'entre-soi, de jargon, de choses qui sont trop techniques, trop compliquées, on veut aller trop loin, trop vite, être trop ambitieux. Le PTNB voulait donner envie, mais il faut croire qu'on n'a pas donné envie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec 6 de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lheureux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Ludzik. Dans cet épisode, Olivier nous livrera son constat sur la lenteur de la progression du BIM, avec au passage la peur des professionnels vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il nous parlera aussi des spécificités des profils inscrits cette année au master spécialisé du BIM qu'il dirige. Et pour finir, quelques pistes pour soutenir la diffusion du BIM dans le secteur du BTP. La lenteur de la progression du BIM, malgré tous les efforts qui sont faits partout. C'est parfois l'objet de thèses, c'était même l'objet d'une réunion de travail que Christophe avait organisée avec un masterien dont il était tuteur. Quelle solution pour donner envie, donner les moyens, faire progresser le BIM? Et j'avais fait une intervention en disant, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on évoque, c'est ce qu'on est tous à faire depuis 5 ans, 10 ans, voire 20 ans ou 30 ans. Et pourtant, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas aussi bien qu'on le voulait. Et comment ça se fait que ça ne prend pas? Le BIM existe depuis peut-être une petite dizaine d'années. Un truc qu'on connaît bien, Emmanuel, tu l'évoquais, on a commencé ensemble, l'outil maquette numérique pour les architectes existe sur des ordinateurs courants depuis 1984. Et ça fait au moins 25 ans, 30 ans qu'on a des solutions qui sont efficaces et qu'on travaille mieux et qu'on fait mieux son métier et qu'on fait des meilleurs projets de façon plus efficace et plus agréable. Comment ça se fait que sur ce simple point-là, factuel, je ne connais personne qui soit revenu en arrière en rejetant ces solutions, on est encore, est-ce que c'est une petite moitié des architectes qui travaillent en maquette numérique et les autres pas encore? Alors que ça, c'est parfaitement prouvé. Et le BIM, c'est encore bien plus compliqué. Donc, comment se fait-il? Et je vais me poser la question en disant, est-ce que le manque de progression du BIM est la cause des non-BIMeurs, de ceux qui n'en font pas? Ou est-ce que ça ne serait pas un peu quand même à cause des BIMeurs, à cause de nous tous? Lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on entend parler d'entre-soi, de jargon, de choses qui sont trop techniques, trop compliquées, on veut aller trop loin, trop vite, être trop ambitieux. Le PTNB voulait donner envie, mais il faut croire qu'on n'a pas donné envie. Et puis, tout le monde attend, alors ça, surtout les maîtres d'ouvrage, mais pas que. Je discutais encore avec certains d'entre eux hier en disant, moi, je veux promouvoir le BIM. J'ai des budgets de projets à tenir, qu'on soit d'ailleurs en mode public ou privé. J'ai des lignes de budget. Si je rajoute des sous pour du BIM, il faut payer des AMO, il faut payer des BIM managers, il faut dans certains cas payer des surcoûts d'honoraires ou de prestations aux uns et aux autres. Qu'est-ce que je gagne en face? Et on n'en sait toujours rien. Et d'autres disent, peu importe, et je fais d'ailleurs partie de cela, à ça on dit, qu'est-ce qu'on gagne de travailler avec Word sur un PC et pas avec une machine à écrire du type S? On n'en sait rien, mais c'est comme ça qu'il faut bosser intelligemment. C'est un coût qu'il faut connaître, mais il ne faut pas forcément chercher une rentabilisation. C'est juste une bonne façon de travailler avec les bons outils dont on a besoin. Plusieurs des camarades précédemment ont évoqué des questions des cas d'usage. Bien sûr, c'est ça qui est important. Moi, je résume ça d'une façon assez simple en me disant, on s'est beaucoup polarisé sur la question du comment faire du BIM, ou avec qui, etc. La question essentielle à laquelle il faut absolument répondre avant de passer au reste, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut en faire? Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'en faire? Pourquoi est-ce qu'on leur impose d'en faire? Si on sait dire pourquoi, on aura de l'acceptation, même s'il y a un peu de résignation dans le terme acceptation, il faudrait plutôt parler d'émulation ou d'envie. Mais si on ne sait pas dire pourquoi, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ou si les gens en face de nous ne sont pas d'accord sur ce pourquoi, qu'il n'est pas compris et partagé, donc ça c'est important. On a évoqué chez certains les métiers, alors ça aussi, au fil des conférences, on était avec un vieux routier en conférence avant-hier, notre ami Nawar Zrek, qui est BIM manager chez Disney, qui disait qu'il est avant tout architecte, qu'il est là pour produire des projets.
et opposait d'une certaine façon les vieux loups que nous sommes quelques-uns à être au fil du temps face à des jeunes geeks. Nous sommes à la base architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, nous avons des métiers, des rôles. Comment est-ce que le BIM rentre là-dedans et ne pas oublier que le but principal, c'est de sortir un projet, que quoi qu'on dise, une école doit être livrée quelques jours avant la rentrée scolaire, des logements pour les gens qui ont prévu d'y habiter, que le BIM et tout ce dont on a parlé, ce sont des moyens et pas des finalités. Il y a aussi besoin, par rapport à ces évolutions sur le numérique, pour les professionnels qui, pour certains, ont peur, sont déstabilisés, de savoir dire qui nous sommes. Et lorsqu'on évoque des outils comme Spacemaker ou Abix, ou à l'autre bout de la chaîne, ou Abix est à l'autre bout de la chaîne, ou Builder, c'est aussi sur la création automatique, l'IA, ça fait peur à beaucoup, et beaucoup qui pensent qu'ils vont pouvoir être remplacés par une machine. Ça fait très longtemps que j'ai dit à des maîtres d'ouvrage, ne cherchez pas le bouton économiste dans Revit ou autre chose. Ce bouton-là, c'est le professionnel qui économise la construction, qui, grâce aux outils et aux échanges, pourra faire quelque chose. Mais si chacun d'entre nous, et là je prends une casquette plutôt architecte, professionnel, que je parle au nom de mes confrères de l'ordre ou des écoles, ne sait pas dire quel est son rôle, à quoi nous servons dans les process, quelle est notre valeur ajoutée face à des algorithmes, on aura des soucis à se faire. Donc ce besoin de savoir redire qui on est à chaque fois. On évoquait aussi les différents métiers. Lionel, tu dis que tu formes des BIM managers. Moi, je prends presque le parti inverse de dire je ne forme pas des BIM managers, je forme des professionnels de la construction qui auront un métier à faire et qui œuvreront pour la plupart dans le BIM management de leur structure et des projets, mais qui ont avant tout ce rôle-là, et peut-être que les BIM managers disparaîtront tôt ou tard, ou en faisant des métaphores musicales. Dans certains cas, il y a une nécessité absolue d'avoir un chef d'orchestre, et puis il y a des tas d'autres formations dans lesquelles il n'y a pas de chef d'orchestre, parce que les gens savent travailler ensemble par goût et par facilité. Donc, se poser la question de ces métiers qui nous sommes, est-ce qu'on veut un BIM manager, un AMO, et des tas de gens qui finalement font un peu le même métier parfois, se fliquent les uns les autres et accumulent les vérifications, ou de façon plus simple, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, puis qui aide tout le monde. On voit émerger la figure du facilitateur BIM. Nos confrères canadiens parlent du processus de conception intégrée. Tout le monde travaille ensemble avec un facilitateur qui a des compétences, qui a souvent la culture initiale de l'architecte, mais qui n'est pas l'architecte du projet, qui aide tout le monde à trouver les bonnes solutions. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver face aux dérives, d'avoir des tas de spécialistes qui font tous un peu la même chose et avec des sous. Quelle solution pour ça? Alors on a dit, expliquer, faire des retours d'expérience, avoir de la pédagogie, de l'empathie, être soucieux de la conduite du changement, mettre en place des outils. Un des apports peut-être du PTNB a été la mise en place de la plateforme Croquis, même si elle peut interroger par rapport aux acteurs privés qui avaient de tels outils. En tout cas, réellement, et on n'est pas sur du BIM, on est sur de la transition numérique, de l'échange de données. Réellement, ça a permis à plein de gens, y compris des tout petits, d'arrêter d'envoyer des fichiers par mail dans tous les sens et puis de comprendre que on doit avoir une source unique d'informations partagée, traçable, qui fait quoi, et qu'on y mette à la limite un fichier Excel, AutoCAD, Revit ou Archicad, peu importe presque, l'important c'est qu'il soit là et partagé. Et je raisonnais aussi sur le monde du bâtiment. Dans le monde du bâtiment, on a connu des 1%, alors on a connu le 1% logement qui servait à abonder le logement public. On a connu dans les projets d'architecture le 1% artistique, 1% du budget des travaux pour une œuvre d'art, ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une sorte de 1% BIM. Je ne sais pas encore à quoi il pourrait servir, mais puisqu'on espère qu'on va éviter des dérapages, des aléas, hier, des bailleurs sociaux avec lesquels je discutais évoquaient 3, 5, voire 10% de travaux supplémentaires d'aléas, d'imprévus. Bien entendu, s'il y a une rupture de stock chez un fournisseur, c'est pas le BIM qui va les arranger, mais au moins, sans doute, quelques pourcents de ces imprévus, de choses qu'on a découvertes trop tard ou auxquelles on n'a pas pensé, peuvent s'anticiper. Si on prend un peu du budget d'aléas pour le mettre en amont, ou s'il y a d'une façon ou d'une autre 1%, ou 2%, ou X%, ou 0,5%, j'en sais rien, des projets qui sont financés et peut-être avec l'aide de l'État garantis pour faire du BIM et du BIM efficace, peut-être arriverons-nous à quelque chose. Un mot sur le master. On est à la 7e actuellement, 7e promotion du master BIM. Nous avons 60 mastériens, avec un peu plus d'architectes cette année d'ailleurs que les années passées, qui ont été sélectionnés parmi 220 candidats. Donc il y a un très très fort engouement
bien sûr, pour ces formations, et c'est très bien qu'il y ait d'autres formations qui développent et offrent des solutions complémentaires. Nous cherchons tous à faire le BIM pour tous, d'une certaine façon, peut-être une élite qui va aider à propager, à démocratiser, à vulgariser, dans le bon sens du terme, le BIM, et que ce soit l'affaire de tout le monde. On est tous d'accord là-dessus. Il faut que tout le monde sache en faire, puisse en faire, ait des outils adaptés et sache se débrouiller. Et pour terminer, le contre-pied, où j'en viens de plus en plus à essayer de récuser la casquette de geek qu'on me colle parfois à tort ou à raison, et puis avec soit un peu d'admiration, soit un peu de mépris selon les gens, pour demander si je ne suis pas en train de migrer pour devenir un peu plus un lanceur d'alerte, pour éviter des mauvaises compréhensions, d'aller dans le mur, des dérives. Je pense notamment à une tribune qui va paraître, faite par des jeunes architectes et enseignants qui s'émeuvent du monde dans lequel nous sommes, et c'est pas seulement le Covid, c'est l'accélération, qui n'est pas toujours un terme très apprécié, la transition numérique qui ne se fait pas, énergétique qui ne se fait pas, on va dans le mur, et qui jetait un peu le bébé avec l'eau du bain en mettant comme preuve de ce qu'il rejetait le BIM, la Smart City, comme étant les moyens qu'ont les puissants d'asseoir une emprise néolibérale, pour faire vite, sur le monde dans lequel nous sommes. Ils vont trop vite, ils vont trop loin, mais en tout cas, ils font peur. Et je leur disais, moi, mes lectures du moment qui m'aident à réfléchir et à essayer d'accompagner ces mouvements de la bonne façon possible, c'est pas des guides de classification IFC ou autres, c'est des sociologues, c'est des philosophes, pour réfléchir. Je lis beaucoup, je viens de recevoir son dernier livre, Philippe Biwix, qui a écrit sur l'âge du low-tech. J'ai déjà également écrit sur le BIM low-tech. En faire, oui, mais en faire le moins possible, de façon la plus légère possible, et que tout le monde pourra faire et suivre. C'est un peu l'approche des Amish, dont on s'est moqué avec la 5G. Les Amish ne sont pas des gens qui rejettent les technologies, c'est des gens qui s'interrogent, est-ce que les technologies sont utiles, sont saines, sont bonnes pour nous ou pas? Si elles sont bonnes, on les prend. Si elles ne sont pas bonnes, on ne les prend pas. Je citais aussi volontiers le romancier Alain Damasio et Les Furtifs, qui décrit une ville, des villes privatisées, peut-être quelques dizaines d'années après le moment où nous sommes. Si on n'a pas payé le forfait premium, on ne peut pas pénétrer sur certaines artères et gagner du temps en se déplaçant. Il faut tous qu'on évite que ça ne devienne ça, ou que certains n'aient peur que ça devienne ça. Donc, je pense qu'on a un rôle à faire, à réfléchir au-delà des outils. J'étais heureux d'entendre parler tout à l'heure des professions, de culture, d'intérêt public. C'est aussi le moyen de dire que dans les évolutions qu'on voit, on parle tous de BIM, on est tous aussi sur des sujets qui concernent ce qu'on appelle maintenant le CIM, la City. Est-ce que ça va être la Smart City Big Brother, ou est-ce qu'au contraire, ça va être des villes correctement développées, une prise en compte des territoires? L'intérêt du CIM, c'est qu'on parle de la grande échelle, qu'on parle forcément des citoyens, qu'on parle aux élus, qu'on parle des collectivités. Il faut arriver à faire d'une façon saine et efficace, en gardant, comme ça a été dit par plusieurs avant, l'intérêt public en ligne de mire. J'évoquais aussi dans les lectures Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, qui écrit sur la résonance nécessaire avec le monde qui nous entoure et contre l'accélération. Donc là aussi, c'est des questions, est-ce qu'il faut une accélération, qu'il la faille pour arrêter le navire fou dans lequel nous sommes, sans doute, mais peut-être pas l'accélération premier degré des technologies. Et puis, comme ça a été dit, ça sera le mot de la conclusion sur la nécessaire collaboration entre les acteurs grâce aux outils. Et typiquement, c'est grâce à tous ces outils, notamment en ligne, que nous avons tous pu continuer à la fois à travailler, à être utiles, à collaborer, alors que nous étions chacun chez nous. Je suis ici dans mon agence parisienne. Il y a 3 jours, j'étais de la même façon dans un petit village de 80 personnes dans les Alpes de Haute-Provence, et puis on peut bosser aussi bien, pas que ça, il faut se voir, et on a tous hâte de se voir réellement. Trouver le moyen d'hybrider ces pratiques-là, et de se dire que cette transition numérique dans laquelle nous sommes et que nous propageons tous n'a de sens et d'intérêt que si elle est au service de la transition environnementale. Ça a été dit, je ne fais que le répéter, et je conclurai là en vous remerciant de votre écoute et des échanges confiants et intéressés que nous avons tous ensemble toujours.